Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Histoires électroniques. Et bien aujourd'hui, on va s'attaquer à la deuxième partie de la vidéo consacrée à la French Touch. Si vous n'avez pas vu la première partie, eh bien déjà vous pouvez y aller. Mais surtout, on revenait sur les prémices, cette période, début des années 90, où la France est très en retard dans le domaine des musiques électroniques. Pour vous donner un exemple, je vais vous donner les chiffres du Bureau d'export de la musique française. C'est le bureau chargé de comptabiliser les ventes de disques français à l'étranger. En 1993, la France exportait 1,5 million de disques à l'étranger. En 2001, la France exportait 39 millions de disques. On est passé de 1993 à 2001 à plus de 26 fois le nombre de disques vendus à l'étranger. En 2001 toujours, la France est donc devenue l'un des plus grands pays exportateurs de dance music au monde. 70% des disques français vendus à l'étranger sont des disques de musique électronique. Et au moins 10 albums se sont vendus à plus de 100 000 exemplaires. Tous ces albums sont des albums de musique électronique. A-t-il bien pu se passer entre 95 où on était parmi les derniers et 2001 où on est parmi les premiers? Eh bien, on va essayer de découvrir ça dans cette deuxième partie, donc les débuts de la French Touch. Avant de commencer, essayons de définir ce qu'est la French Touch quand même. Ce mouvement de la fin des années 90, qui a vu éclore des dizaines d'artistes avec des succès internationaux, ça va aussi regrouper tout un tas d'artistes qui n'ont pas grand chose à voir entre eux, comme les R, les Daft Punk ou encore Laurent Garnier. Mais on va dire que la French Touch au sens musical du terme, c'est un son bien particulier. C'est un son qui va être basé sur des boucles issues de la disco, on va sampler de la disco, on va rajouter un rythme par-dessus, on va appliquer ce qu'on appelle des filtres dessus, c'est-à-dire, comme son nom l'indique, on va filtrer, on va élaguer des fréquences sonores, et ça va donner cette espèce de son won un petit peu. L'exemple le plus typique de cette période, eh bien c'est un excellent morceau, c'est le morceau de iCube, Disco Cubism, avec le remix des Daft Punk. Écoutez, voilà cette boucle disco qui va être mixée et filtrée pendant près de 10 minutes. Voilà, ce morceau, c'est un condensé de ce qui fera la réputation de la French Touch, cette qualité de production, cette boucle disco. Alors oui, ça va devenir malheureusement un gimmick, c'est-à-dire que tout le monde va vouloir en faire, on va aller piocher dans tous les disques de disco possibles et inimaginables pour faire des boucles, jusqu'à la nausée, jusqu'à l'épuisement de ce style musical, que certains appelleront aussi d'ailleurs filtered house, la house filtrée, ou bien French house. Je concluais la première partie en vous expliquant que quasiment tous les artistes et labels de la période du début des années 90 en France ne vont pas participer à la French Touch. Et effectivement, cela va d'ailleurs créer pas mal de tensions, il va y avoir un conflit entre ces deux mondes, le monde des raves, de la techno, et ces artistes de la French Touch qui soudainement vont connaître un succès international et qui, pour la quasi-totalité, ne sont pas du tout issus d'un terreau électronique, sont au contraire des anciens ingénieurs du son, des artistes qui avaient des groupes de rock, voire des gens qui étaient complètement réfractaires à la techno et la house music à leur début. Quelques exemples parmi les têtes d'affiche de la French Touch. Alex Goffer, par exemple, est un ancien ingénieur du son qui a travaillé, par exemple, pour France Gall ou Noir Désir et qui avait un groupe de rock qui s'appelait Orange, avec la moitié du futur groupe R, Nicolas Godin. Étienne de Crécy, quant à lui, eh bien, avait lui aussi un groupe de rock qui s'appelait Louba. Les Cassius, pareil, je vous l'ai expliqué dans ma vidéo, vont produire le premier album de MC Solar et baignent plus dans le hip-hop. Les Daft Punk, parlons-en des Daft Punk, eh bien les Daft Punk, avant s'appelaient les Daft Punk, s'appelaient Darlene et étaient un groupe de, je vous le donne en mille, de rock. Oui, tout à fait. D'ailleurs,
Thomas Bangalter, la moitié des Daft Punk, et le fils de Daniel Bangalter, qui est un producteur de disco dans les années 70, qui notamment a produit le groupe Ottawa. Et c'est pas le seul d'ailleurs, puisque les Cassius, Hubert Blanc-Francard, est lui aussi issu d'une famille de musiciens. Alors qu'est-ce qui va faire que tous ces artistes vont soudainement se mettre à la house music? Eh bien, il y a plusieurs facteurs à cela. Déjà, tous ont un groupe de rock qui ne fonctionne pas et tous s'aperçoivent que le rock ne va les mener nulle part, comme le dit Thomas Bangalter dans une interview. Tout a déjà été dit et fait dans le rock and roll, ce ne sont pas eux qui vont révolutionner le genre, il faut se tourner vers autre chose. Et cette nouvelle orientation musicale, eh bien, ce sera vers la techno grâce au rave party dont je vous ai parlé dans la première vidéo. Comme le dit Guy Manuel des Daft Punk, ça a bouleversé sa vie, ces rave parties. C'est le cas aussi d'Étienne de Crécy, qui vont découvrir tout un univers, la techno, une nouvelle musique, une nouvelle façon de faire de la musique. Et l'autre raison qui va permettre l'explosion de cette scène, eh bien, c'est que justement, ce sont des gens issus déjà d'un sérail musical. Ce sont pour la plupart des fils d'eux, issus d'un milieu assez bourgeois. C'est pour ça qu'on va parler de la clique versaillaise. Ils sont quasiment tous issus de Versailles. Les Daft Punk sont issus d'un quartier chic de Montmartre. Ils ont accès aux studios, ils ont accès aux machines. Et en France, certes, on ne sait pas encore très bien faire de la musique électronique, mais on est un grand pays producteur de musique. On a un énorme tissu de production musicale, que ce soit les labels, les distributeurs, les boutiques ou encore les studios. Et quand on va passer à la vitesse supérieure, eh bien ça va être soudain, parce qu'il y a des années de frustration avant de gens qui voulaient faire reconnaître cette musique, et ça va se déclencher tout d'un coup. Et on est donc très loin des débuts de la house music à Chicago, où des artistes noirs et fauchés faisaient de la musique sur des machines d'occasion, non. Et c'est pas moi qui le dit, DJ Cam lui-même, l'un des artisans de la French Touch, le dira dans une interview. Oui, on a eu du bol, on a eu beaucoup d'expositions médiatiques à l'époque parce qu'on était blanc et qu'on était propre sur nous, on ne faisait pas peur. Histoires électroniques, c'est aussi un site web, histoireselectroniques.com, sur lequel vous retrouverez un index complet de tous les sujets, artistes, labels, titres qui sont abordés dans toutes les vidéos de la chaîne, mais vous pouvez aussi soutenir financièrement la chaîne sur ce site, ce qui vous donnera accès à des bonus exclusifs comme par exemple des podcasts, des versions audio des émissions, des mix exclusifs et plein d'autres ressources à venir. Ces artistes donc ne font pas peur, comme dit DJ Cam, mais surtout en 1995, il va y avoir un tournant. Enfin, la presse étrangère va s'intéresser à ce qui va sortir en France. Pourquoi? Parce qu'il y a notamment 2 compilations et un album qui vont sortir en 1995 et qui vont changer la donne. On ne parle pas encore de French Touch à ce moment-là, mais vous avez par exemple l'album de Saint-Germain Boulevard qui va être élu meilleur album de l'année pour le magazine Music Magazine. C'est la première fois qu'un magazine de musique anglais nomme un artiste français meilleur album de l'année en musique électronique. Et il y a aussi 2 compilations qui vont sortir et qui vont changer le regard des étrangers sur les Français, car ils vont s'apercevoir que Saint-Germain, ce n'est pas qu'un coup d'essai et qu'il y a une foultitude d'artistes en France qui font de la musique et de la bonne musique. C'est le cas par exemple de la compilation La Yellow 357, sortie sur le label Yellow de Bob Sinclair, sur laquelle on va retrouver des artistes comme Mighty Bob, alias Bob Sinclair, DJ Yellow, DJ Cam ou encore Dimitri from Paris. Eh bien, si vous avez besoin de quelque chose, frappez contre le mur. Je serai dans le bureau. Merci, monsieur B. Autre compilation importante à cette époque, c'est la compilation Source Lab. On y retrouve les artistes qui feront la French Touch, à savoir Motorbass, Étienne de Crécy, Philips Dard et Cassius, le groupe R, Mighty Bob, donc Bob Sinclair et DJ Yellow, DJ Cam ou encore Gilbert. Certes,
on ne parle pas encore de house music, on parle d'acid jazz, de down tempo, de trip hop, mais voilà, tout ceci commence à changer en 1995. Paris va se doter d'une vraie scène house music. Les DJ house français vont commencer à se faire une réputation, comme les Daft Punk, comme DJ Deep, comme DJ Gregory ou Dimitri from Paris, aidés en cela par des soirées qui vont naître et qui vont regrouper tout ce que fait Paris en termes de musique house. Et à partir de là, eh bien, tout va s'accélérer, notamment grâce au succès des productions françaises à l'étranger. C'est le cas par exemple du label Prozac Tracks qui est ici, qui va produire dès 1994 des petits succès, notamment à Ibiza. C'est le cas aussi du label Versatile, fondé par le DJ Gilbert. En 1996 sort un album qui va être fondamental dans l'histoire de la French Touch, c'est l'album Palm Soul du groupe Motorbass. Motorbass, Philippe Zdar, Étienne de Crécy, Palm Soul considéré comme l'un des meilleurs albums de house music de son époque. Cet album, c'est un peu la matrice de la French Touch. C'est l'album qui va définir ce que va être le son de la French Touch pendant les années à venir. Un responsable de chez Virgin le dira à l'époque. Mis à part quelques productions de Saint-Germain ou de Laurent Garnier, c'est la première fois que j'entends un album français de musique électronique avec une qualité de production internationale. Palm Soul sera d'ailleurs élu album du mois pour le magazine Musique. Il sera une grande source d'inspiration pour les Daft Punk qui travaillent sur leur futur album. Et oui, c'est parce que les Français connaissent des succès à l'étranger que les médias, les radios et les majors françaises vont enfin s'intéresser à ce qui se passe sur le territoire et vont enfin promouvoir tous ces artistes. Mais Palm Soul, malgré toutes ses qualités et son statut aujourd'hui d'album culte, eh bien, se vendra très peu. C'est un échec commercial, 20 000 copies seulement vendu en France. Et oui, on n'est encore pas dans la French Touch, on n'est pas encore dans la hype de la French Touch. Les albums de musique électronique ont du mal à se vendre en France. Mais voilà, en 97, ça va changer. En 1997, on va avoir deux albums qui vont révolutionner la musique électronique française. C'est d'abord l'album Super Discount. Alors ce n'est pas tout à fait un album, c'est plutôt une compilation, un concept sous la houlette d'Étienne de Crécy. Je considère que c'est un peu un album d'Étienne de Crécy. Il va demander à plusieurs de ses amis de venir faire de la musique sur cet album. On y retrouvera donc les Cassius, Motorbass, R, Étienne de Crécy, donc, ou encore Alex Goffer. Et en plus de cela, c'est un projet graphique aussi. Ce sont en fait 4 mini-albums vendus sous forme de vinyle qui, assemblés, eh bien, forment le logo Super Discount. Et puis cet album, selon la légende, c'est aussi lui qui va imposer le terme French Touch. Enfin, on y vient. Alors le terme French Touch avait déjà été utilisé par le label Fnac Music Dance Division à ses débuts, puisque c'était leur slogan qui était We give a French touch to house. On donne une touche française à la house music. Mais on parle pas de la French Touch encore pour définir ce genre musical. Non, c'est un journaliste, Martin James, dont le livre m'a servi pour faire cette vidéo, qui va au détour d'une critique de cet album, puisqu'il est journaliste de presse musicale, va dire, eh bien, c'est de la French Touch. Et ce terme va rester et va s'imposer pour définir tous les sons qui viennent dès lors de France, quel que soit le style musical, on va appeler ça la French Touch. D'ailleurs, Martin James sera reçu par l'ambassade de France au Royaume-Uni comme l'homme qui a inventé la French Touch. Mais le détonateur de tout cela, ce sera l'album Homework des Daft Punk, une véritable tuerie, une révolution musicale venant d'un groupe français, certes signé en Écosse, mais c'est un groupe français. Philippe Zdar le dit par exemple, quand j'ai écouté l'album, j'étais dégoûté, tout ce que je produisais après ressemblait à Homework, sans eux, la French Touch n'aurait pas été ce qu'elle a été.
Les Anglais sont aussi sidérés par cet album, Mixmag le dit dans un article, mais qu'est-ce qui arrive à ces foutus Français? 100 ans de merde comme Michel Thor, Johnny Hallyday ou Indochine qu'ils qualifient de Cure en plus débile, et tout d'un coup un son original, un génie dans les mélodies qui plonge le reste du monde dans l'ombre. Les Daft Punk vont même, sans masque à l'époque, faire la couverture de la Bible musicale, le NME, le New Musical Express, un groupe français qui fait la une d'un magazine anglais comme le NME, ça n'était jamais arrivé, c'est tout simplement historique. Et à partir de là, eh bien, ça va être l'emballement, l'emballement médiatique, mais aussi l'emballement économique. Toutes les majors en France vont vouloir signer leur groupe français. Virgin va signer les Daft Punk pour une distribution internationale. Virgin France à l'époque est dirigé par Emmanuel de Burtel. C'est un homme très important dans l'histoire de la French Touch, puisque non seulement c'est lui à qui l'on doit la première compilation pure dont je vous ai déjà raconté l'histoire dans la première partie, mais il fondera aussi le label Source, qui sortira la compilation Source Lab dont je vous ai parlé aussi, et c'est lui qui va tout faire pour signer les Daft Punk chez Virgin, mais il ne se contentera pas de signer les Daft Punk, il va aussi signer des groupes comme Air, comme Cassius ou encore Motorbass. Virgin fera beaucoup à l'époque pour la diffusion de la musique électronique française. Les albums de qualité vont suivre, toujours en 97-98. On peut citer par exemple les albums de Kid Loco, de iCube ou encore du groupe Air qui va être estampillé French Band parce que c'est un groupe français et que c'est la mode du moment. Ce n'est pas de la French Touch, Air, c'est plutôt du lounge, du down tempo. Mais voilà, on va coller une étiquette French Touch comme à l'époque par exemple de la New Beat en Belgique. Eh bien, on colle une étiquette sur tout ce qui vient de France parce que c'est la hype du moment. Et la vidéo s'arrête là, mais vous allez voir la troisième partie, et oui, il y aura une troisième partie qui sera consacrée aux années fastes de la French Touch, à cette explosion, à cette année 98 notamment, qui verra une multitude de hits numéro 1, dont Stardust par exemple. Et bien on verra ça dans la troisième partie. J'espère en tout cas que cette partie vous a plu, et je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite.